Juste avant un vrai basculement, la vie ne s'effondre pas. Elle se tait. Et c'est exactement là que la plupart des gens sabotent tout. Ton esprit a appris une règle brutale. Ce qui ne fait pas de bruit n'existe pas. Alors quand l'intérieur baisse le volume, tu ne lis pas « alignement ». Tu lis « alarme ». Vide, je décroche. Et pourtant, regarde ce qui arrive vraiment dans ces jours-là. Tu ouvres ton téléphone et rien ne te sert. Tu lis un message qui, hier encore, aurait déclenché une tempête, et ton corps reste calme. Ce qui t'énervait hier ne t'accroche plus. Une conversation qui te déclenchait devient neutre. Les mêmes problèmes sont là, mais ils ne touchent plus ton nerf. Même tes objectifs, ceux que tu pensais devoir poursuivre avec les dents, semblent soudain plus loin, comme s'ils appartenaient à une autre version de toi. C'est là que la panique commence. Une panique discrète, qui te pousse à recréer de l'urgence. Tu cherches une raison de t'inquiéter. Tu relis, tu vérifies, tu interprètes. Tu veux une preuve. Tu veux reprendre la main. Et tu appelles ça du sérieux, de la discipline, de la lucidité. Si tu es honnête, ce n'est pas de la lucidité. C'est un retour à une identité familière. Car ton identité, jusqu'ici, s'est construite sur une tension constante. Courir vers, corriger, prouver, réparer, prévoir. Tu savais qui tu étais parce que tu savais ce que tu devais tenir. Et quand cette traction disparaît, même temporairement, ton système ne fait pas la paix. Il perd ses repères. Voilà pourquoi c'est dangereux. Ça ressemble à rien. Pas de signe net, pas de feu d'artifice. Et comme tu ne veux pas rien, tu fabriques du quelque chose. Alors tu fais la pire chose, tu remets du bruit. Tu réouvres d'anciens dossiers émotionnels pour vérifier qu'ils font encore mal. Tu ressors un vieux scénario juste pour retrouver une peur familière. Tu t'inventes une nouvelle urgence. Parfois même, tu relances un conflit, juste pour sentir un cadre, une direction, une intensité. Parce que l'intensité te rassure, elle te donne l'impression que tu avances. Et c'est là que tu casses la phase. Ce calme n'est pas une panne, c'est un changement de régime. Dans les vrais basculements, la vie ne rajoute pas forcément des événements. Elle retire de la charge. Elle cesse d'alimenter ce qui te maintenait accroché à l'ancien rythme. Comme si une partie de toi arrêtait de financer l'ancien rythme. Tu peux le sentir physiquement. La respiration descend. Les épaules lâchent un peu. Le cerveau fait moins de commentaires. Et cette absence de narration, au lieu de t'apaiser, te rend méfiant. Parce que tu confonds le silence avec l'immobilité. Et si c'était l'inverse? Et si le silence n'était pas l'arrêt, mais la compression avant le mouvement? Un système ne peut pas changer de forme tant qu'il est saturé de micro-réactions. Tant que tu es pris dans les boucles de tension, ton signal intérieur est dispersé. Contradictoire. Trop de directions à la fois. Et ce que tu appelles effort devient souvent du bruit. Beaucoup d'énergie, peu de lisibilité. C'est pour ça que, juste avant le basculement, il se passe une chose étrange. Tu n'as plus envie de forcer. Pas parce que tu t'es résigné, parce que ton système commence à comprendre, avant même les mots, que forcer appartient à l'ancien modèle. Et là, tu dois entendre ceci clairement. Si tu vis cette phase, tu n'es pas en train de perdre ta motivation. Tu es en train de perdre la nécessité de te battre pour exister. C'est inconfortable, oui. Parce que ce qui tombe, ce n'est pas un projet, c'est une structure interne. Le piège, c'est de croire qu'il faut immédiatement combler le vide. Alors qu'en réalité, cette zone calme est une zone de transition. Et la seule question ici n'est pas « quand est-ce que ça bouge ?» La question est « est-ce que tu vas recréer l'ancien toi juste pour sentir quelque chose ?» Tu n'as rien à ajouter. Tu as juste à ne pas interrompre. Il y a un réflexe qui interrompt tout à ta place. Le contrôle. Pas un contrôle visible, un contrôle mental. Celui qui scanne, compare, interprète, cherche des preuves. Celui qui te pousse à regarder ta réalité comme un tableau de bord. Ça avance? Ça répond? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que je fais bien? Et tu appelles ça être attentif. Sauf qu'ici, cette attention devient une pression. Et la pression recrée exactement ce que le silence était en train de dissoudre.
comprend ce mécanisme. Ton cerveau aime la prédiction. La prédiction réduit l'effort interne. Même si la prédiction concerne une routine douloureuse, elle est familière, donc elle est économe. C'est pour ça que tant de gens reviennent à d'anciens schémas non pas par masochisme, mais par automatisme. Le connu rassure, même quand il abîme. Alors quand le calme arrive, ton cerveau perd ses repères habituels. Il ne reçoit plus les mêmes signaux de menace, de récompense, d'urgence. Et l'incertitude, pour lui, ressemble à une alarme. Même si ton corps commence à respirer mieux, une partie de ton système dit « Attention, on n'a plus de carte, il faut en rétablir une. » Et tu le vois, tu prends une décision trop vite. Tu envoies un message, juste pour clarifier. Tu relances une discussion, juste pour être fixé. Tu veux retrouver une direction, n'importe laquelle. Et comment rétablit-on une direction? En reprenant un chemin connu. C'est là que tu peux observer une chose presque universelle. Les gens sabotent leur basculement en voulant le sécuriser. Ils veulent une certitude avant d'avancer. Ils veulent un signe avant de se détendre. Ils veulent une réponse avant de lâcher. Mais cette phase ne donne pas de preuves, justement pour tester, non pas ta foi, mais ta stabilité nerveuse. Le silence n'est pas là pour te punir. Il est là pour voir si tu sais rester intact quand rien ne te tient par la main. Parce que la plupart des identités fonctionnent comme ça. Elles ont besoin d'un crochet émotionnel pour se sentir réelles. Une peur à résoudre, un manque à combler, un conflit à gérer, un objectif à poursuivre. Tant que tu as un crochet, tu sais qui tu es. Je suis celui qui. Mais quand le crochet se décroche, tu te retrouves face à une sensation rare, exister sans tension. Et ça, ton mental le confond avec une menace. Alors il fait ce qu'il sait faire, il relance le film, il t'emmène vers le passé. Tu te souviens quand? Il t'emmène vers le futur. Et si jamais? Il invente des scénarios, non pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils recréent une charge. Une charge égale une direction. Une direction égale une identité. Voilà le piège. Tu crois que tu te motives, alors que tu te reconditionnes. Et c'est exactement dans ce moment que le basculement peut se casser, quand tu réintroduis volontairement ce que la phase était en train d'éteindre. Le calme avait commencé à retirer l'électricité des anciens circuits. Tes réactions baissaient, ton besoin de prouver diminuait, ton envie de réparer tout le monde s'affaiblissait. Et toi, tu arrives avec une lampe torche, tu secoues les fils, tu dis « Non, non, je veux sentir quelque chose, je veux être sûr. » Mais le vrai basculement demande l'inverse, une présence sans exigence. Pas une présence molle, une présence ferme, une présence qui ne mendie pas des garanties, une présence qui tient sans se crisper. Parce que tant que tu t'accroches à une validation extérieure, ton signal interne reste attaché à l'ancien modèle. Je saurai bien quand. Et ce quand maintient l'ancien calendrier. Note la nuance qui change tout. Observe. Observer n'est pas surveiller. Surveiller, c'est chercher une preuve pour calmer une peur. Observer, c'est rester là sans exiger une conclusion. Et dès que tu remets une seule fois de la pression ici, tu réallumes l'ancien circuit. Et tu appelles ça « avancer ». C'est pour ça que cette phase ressemble à une épreuve. Non pas une épreuve dramatique, mais une épreuve de retenue. Est-ce que tu peux laisser le silence finir son travail sans t'inventer un problème? Est-ce que tu peux laisser ton identité se desserrer sans la resserrer par réflexe? Sous la surface, c'est l'inverse. Moins de charge, plus de densité. Il y a une raison pour laquelle cette phase te paraît presque irréelle. Tu regardes ta vie, et objectivement, tout est là. Les mêmes personnes, les mêmes dossiers, les mêmes contraintes. Et pourtant, quelque chose a changé. Ça n'attrape plus. C'est comme si l'électricité qui alimentait certains scénarios avait été coupée. Avant, une simple phrase pouvait te faire réagir pendant des heures. Une notification pouvait te mettre en tension. Un souvenir pouvait te voler une journée. Et là, tu observes la même matière, sans la même charge. Pas parce que tu es devenu froid, pas parce que tu te mens, mais parce que ton système retire de l'énergie de ce qui n'a plus vocation à continuer. Et ça te fait peur. Quand un basculement se prépare, la réalité ne se réorganise pas forcément par ajout. Elle se réorganise par retrait. Moins de bruit interne,
moins de micro-urgences. Et ce retrait, pour le mental, ressemble à une perte. Il te dit « tu t'éteins », alors qu'en vérité, tu te dégages. Imagine un instant que ton ancien rythme soit fait de centaines de petites tractions invisibles. Devoir prouver, devoir anticiper, devoir contrôler, devoir répondre, devoir réparer. Chaque traction te donnait l'impression d'exister, mais elle dispersait ton attention. Tu étais partout à la fois, donc jamais entièrement là. Et tant que tu es dispersé, tu ne peux pas vraiment changer de configuration. Tu peux bouger, oui, mais tu bouges dans le même schéma. La compression, c'est le moment où ces tractions se regroupent, se serrent, se simplifient. Pas dans ta tête, mais dans ta structure. Tu n'as pas besoin de comprendre pour que ça commence. Tu le sens d'abord comme une neutralité étrange, une sobriété, une absence de dramatique. Et c'est exactement là que la plupart des gens font l'erreur fatale. Ils pensent que, si c'est neutre, ce n'est pas important. Alors, ils vont chercher une intensité ailleurs. Ils se remettent à scroller. Ils relancent des discussions inutiles. Ils se replongent dans des projections. Ils veulent ressentir quelque chose, n'importe quoi, juste pour ne pas rester face à cette zone calme. Mais cette zone calme est la pièce centrale du mécanisme. Parce qu'un ancien toi ne disparaît pas toujours par conflit. Souvent, il disparaît par inutilité, par absence d'alimentation, comme une vieille habitude qu'on oublie de nourrir et qui finit par s'éteindre toute seule. Et c'est pour ça que ça te déstabilise. Tu as été conditionné à croire que changer nécessite une bataille. Là, on te retire la bataille. On te retire l'adrénaline de « je dois ». On te retire la narration de « je lutte ». Et sans cette narration, ton identité vacille, non pas parce que tu vas mal, mais parce que tu changes de support. Ce que tu prends pour une période vide est souvent une période de décrochage. Ton système cesse de s'accrocher au passé, mais il ne s'est pas encore attaché au futur. Tu es entre les deux. Et cet entre-deux n'a pas de forme spectaculaire. Il n'a pas de décor. Il n'a pas de musique. Il a juste un signe. Le bruit diminue. Et quand le bruit diminue, une chose devient possible. Ton intérieur devient plus net. Parce que ce qui empêche un basculement n'est pas toujours l'absence de désir. C'est la contradiction, le mélange. Vouloir et craindre en même temps. Avancer et résister en même temps. Demander et surveiller en même temps. Et dans cette compression, le tiraillement se débranche. Elle fait tomber ce qui te faisait partir dans 10 directions. Et c'est là que tu comprends pourquoi cette phase ressemble à rien. Parce que ce qui s'écroule, ce ne sont pas des événements. Ce sont des micro-attachements. Tu ne les vois pas. Tu les nourris, jusqu'au jour où ils ne tirent plus. Si tu es dans cette phase, tu dois entendre ceci. Tu n'as pas perdu ton élan. Tu as perdu le moteur qui fonctionnait sur le manque. Et ça, c'est terrifiant pour l'ancien toi. Mais c'est une excellente nouvelle pour le basculement. Parce qu'un mouvement qui vient de la peur te ramène toujours au connu. Un mouvement qui vient de la cohérence te fait changer de configuration. Et c'est précisément là qu'on arrive, la cohérence. Tu as peut-être entendu ce mot dans des contextes flous, cohérence. Mais ici, je ne vais pas le vendre comme une idée. Je vais te le décrire comme une sensation. La cohérence, c'est quand ton intérieur arrête de se contredire. Pas quand tu es enthousiaste, pas quand tu es motivé, quand tu n'as plus besoin de te convaincre, quand tu n'as plus besoin de compenser, quand tu n'es plus en train d'envoyer un message, et son inverse, dans la même seconde. Et c'est précisément ce que produit le silence. Il te retire l'envie de pousser, donc il retire la contradiction. Voilà pourquoi le calme te fait peur. Il enlève la partie de toi qui se débat. Et tu confonds le débat avec la vie. Mais regarde ce qui se passe quand ce débat s'arrête. Tu n'es pas vide, tu es stable. Et cette stabilité change ta lecture du monde. Tu ne te disperses plus. Et ce que beaucoup appellent manifestation n'est souvent rien d'autre qu'un système qui répond à ce qu'il peut lire clairement. C'est pour ça que l'effort n'est pas la clé. L'effort, la plupart du temps, ajoute du bruit. Il rajoute des micro-ordres contradictoires. Je veux, j'ai peur, ça doit marcher. Et si ça ne marche pas, vite, tout de suite, prouve-le. Ce mélange crée une signature.
Et la signature du mélange, c'est la répétition, parce qu'un système instable ne peut pas se réorganiser dans une forme nouvelle. Il retombe sur des formes connues. La cohérence, au contraire, ressemble à quelque chose de presque dérangeant, une neutralité solide, une sensation que tu peux respirer à l'intérieur de l'incertitude, une capacité à ne pas t'accrocher à une confirmation immédiate. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la cohérence, c'est ne plus vouloir. Alors ils se disent « je deviens apathique ». Non, la cohérence n'éteint pas le désir. Elle éteint la dépendance. Elle retire le besoin de résultat pour te sentir entier. Et c'est exactement pour ça que le réel commence à bouger sans que tu pousses, parce que tu ne tires plus ton identité d'un futur hypothétique. Tu ne m'en dis plus un signe. Tu ne fais plus de ton prochain événement la preuve de ta valeur. Quand tu n'as plus besoin de cette preuve, tu arrêtes de serrer la réalité. Et quand tu arrêtes de serrer, elle devient plus fluide. Tu l'as peut-être déjà vécu, sans l'identifier. Ce moment où tu lâches un truc, pas par fatigue, par clarté, et quelques jours plus tard, une opportunité arrive. Pas magique, juste aligné. Comme si, en cessant de t'accrocher, tu avais laissé une place. Ce n'est pas un truc, c'est de la friction. La friction, c'est l'interférence permanente. Commenter, contrôler, anticiper, vérifier. Et dans cette phase de silence, la friction baisse. Donc, l'organisation devient possible. Non pas forcément visible tout de suite, mais réelle. C'est pour ça que cette période peut être courte et pourtant décisive. Elle n'est pas intense, donc tu la sous-estimes. Mais elle est structurante, parce qu'elle change la manière dont ton système se tient. Et c'est là que revient le point le plus important. La plupart des gens sabotent tout ici, parce qu'ils ne supportent pas de ne pas faire. Ils veulent participer. Ils veulent accélérer. Ils veulent reprendre le volant. Ils relancent l'urgence, ils relancent le contrôle et ils redeviennent illisibles. Ici, tu n'apprends pas une technique. Tu apprends la tenue. Une tenue qui dit « je reste stable, même sans preuve ». Et cette phrase, si tu la vis vraiment, transforme ton signal plus que 1000 affirmations. Et c'est là que le corps tranche. Il y a une erreur qui coûte très cher dans cette phase, croire que tout se joue dans la tête. Parce que ce silence dont on parle n'est pas seulement une idée, c'est un changement biologique, un changement de régime. Et ton corps le sait souvent avant que ton mental ait trouvé une explication acceptable. Quand tu as vécu longtemps avec de la tension, même fonctionnelle, même productive, ton système nerveux s'organise autour d'une logique simple, surveiller, prévoir, se préparer. Ce n'est pas forcément de l'angoisse visible. Parfois, c'est juste une micro-pression constante, comme un fil tendu. Et puis, un jour, ce fil se détend. Le cœur bat un peu moins fort. La respiration descend. Les épaules cessent de monter. La narration interne baisse. Tu n'es pas euphorique. Tu es plus bas, plus stable. Et c'est là que le mental pose un diagnostic catastrophique. Quelque chose s'est cassé. Je ne suis plus moi. Non, tu es juste en train de sortir du mode survie. Quand le système nerveux quitte un cycle chronique de stress, il arrête de saturer le corps de signaux d'urgence. Les boucles de réaction perdent leur carburant. Tu ne ressens plus la même nécessité de te prouver, de répondre, de contrôler, de réparer. Et parce que tu as peut-être confondu cette nécessité avec une identité, tu te sens bizarre. C'est un point essentiel. Beaucoup de gens appellent motivation ce qui était en réalité de la pression. La pression pousse, mais elle n'aligne pas. Elle fait avancer, mais elle use. Et surtout, elle crée une dépendance. Tu as l'impression que si tu ne te mets pas en tension, tu n'avanceras plus. Alors quand la tension tombe, tu paniques et tu essaies de la recréer. Tu remets le corps en alerte. Trop de café, trop de stimulation, trop de décisions, trop de « il faut ». Tu réactives des problèmes. Tu cherches une réaction. Tu confonds la tranquillité avec un manque de direction, alors que c'est souvent l'inverse. Ton système commence enfin à signaler « sécurité ». Et la sécurité n'est pas un confort, c'est la condition du changement. Un corps qui se sent en danger s'accroche au connu.
Il choisit la répétition plutôt que l'inconnu, même si l'inconnu serait meilleur. C'est un réflexe de survie. Mais quand le corps sent une fenêtre de sécurité, il peut enfin réorganiser, intégrer, apprendre, changer de forme. C'est pour ça que cette phase de calme est si décisive. Elle n'est pas un arrêt. C'est une ouverture, une baisse de résistance. Tu le vois dans les détails. Quand tu es en mode survie, tout devient urgent. Le futur te tire, le passé te mord, les gens te déclenchent. Tu passes ton temps à gérer. Et ce gérer te donne l'impression d'être indispensable, donc réel. Quand tu sors de ce mode, ce théâtre se calme. Certaines conversations deviennent répétitives. Certaines ambitions perdent leur saveur. Certaines peurs n'arrivent même plus jusqu'à toi. Et c'est là que tu peux te tromper lourdement. Tu peux croire que tu t'éteins, alors que tu te désencombres. Tu le reconnais. Quand tu es calme, tu te dis « je deviens mou ». Et tu cherches aussitôt une tension pour te remettre en marche. Ce qui disparaît, ce n'est pas ta puissance. C'est ta dépendance à l'adrénaline. Et c'est un sevrage subtil, un sevrage qui ressemble à une neutralité étrange, parfois même à une petite platitude. Mais cette platitude n'est pas vide, c'est une déprogrammation, une sortie de boucle. C'est pour ça que les personnes qui traversent vraiment un basculement décrivent souvent la même sensation. Je ne me bats plus. Et ce n'est pas parce qu'elles ont renoncé. C'est parce qu'elles ne nourrissent plus l'ancien moteur. Mais attention, c'est aussi pour ça que la phase est fragile. Quand ton corps te donne enfin un peu de calme, ton mental veut récupérer le pouvoir. Il veut reprendre un outil qu'il connaît, la pression. Il veut te remettre en tension pour te sentir utile. Il veut te rendre efficace à nouveau, au sens ancien. Et si tu le laisses faire, tu réactives l'ancienne boucle. Tu reviens au même rythme, aux mêmes réactions, aux mêmes résultats. La vraie question ici n'est pas « comment avancer ?» La vraie question est « peux-tu rester stable sans te fouetter ? Peux-tu laisser ton corps descendre dans cette sécurité sans la saboter ? Peux-tu tolérer quelques jours de calme sans conclure que tu es perdu ? Parce qu'à cet endroit précis, l'ancien toi tente souvent de revenir. Pas au moment où la vie fait du bruit, au moment où elle se tait. Parce que dans le silence, tu n'as plus de repères habituels. Tu n'as plus la même douleur pour te situer. Tu n'as plus la même urgence pour te définir. Et ton mental, au lieu de se réjouir, lance une opération de sauvetage. Il veut te rendre familier. Il veut te rendre toi. Mais il ne parle pas du toi profond. Il parle du toi habituel. Celui qui sait quoi faire parce qu'il sait quoi craindre. Alors, l'ancien toi revient sous des formes très trompeuses. Pas forcément comme une crise, souvent comme quelque chose de raisonnable. Tu devrais vérifier. Tu devrais répondre. Tu devrais clarifier. Tu devrais prendre une décision tout de suite. Tu ne peux pas rester comme ça. Ce ne sont pas des conseils. Ce sont des crochets. Et chaque phrase a l'air logique, responsable, mature. Sauf que la logique ici cache une chose, une intolérance à l'ambiguïté. L'ancien toi ne supporte pas d'être entre deux versions. Il préfère une mauvaise certitude à une bonne transition. Alors, il te propose de reconstruire l'identité précédente avec des matériaux connus, les mêmes réflexes, les mêmes scénarios, les mêmes conversations intérieures. Et c'est là que le sabotage devient invisible, parce qu'il ressemble à de la prudence. Tu recommences à chercher des preuves. Tu recommences à surveiller la réalité. Tu recommences à interpréter chaque silence externe comme un message. Tu recommences à te demander si tu fais bien. Tu recommences à vouloir accélérer. Mais cette phase ne se traverse pas en accélérant. Elle se traverse en tenant. Et tenir ne veut pas dire se rigidifier. Tenir veut dire rester stable. C'est ici que beaucoup de gens quittent la transition trop tôt. Ils sentent que quelque chose est en train de changer, mais comme ce changement n'a pas encore de forme visible, ils se retournent. Pas consciemment, nerveusement. Ils retournent vers ce qu'ils savent faire, relancer l'ancien rythme. Et tu le vois après coup, tu avais quelques jours de calme, puis tu as replongé dans une urgence qui n'était pas vraiment nécessaire. Tu as recréé un problème, tu as cherché une réaction,
tu as remis la main sur une douleur familière et tu t'es dit « Au moins, je sais où j'en suis ». Voilà pourquoi c'est une épreuve. Le cerveau confond familiarité et sécurité, même une familiarité qui te détruit, parce que la familiarité est prévisible. Et la prévisibilité calme le système, même si elle te maintient dans une boucle. Donc ton ancien toi te vend la boucle comme un refuge. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à reconnaître les signaux du retour. Quand tu te surprends à vouloir forcer une conclusion, quand tu ne supportes plus de ne pas savoir, quand tu veux des signes, des confirmations, des garanties, quand tu veux réactiver une tension juste pour sentir une direction. Ce ne sont pas des preuves que tu es en retard. Ce sont des preuves que tu es au seuil. Parce qu'au seuil, l'identité se défait. Et quand l'identité se défait, l'instinct crie « Reviens ». Mais si tu reviens, tu ne reviens pas à un endroit. Tu reviens à une fréquence, et elle sait exactement te recréer. Et cette fréquence, celle de la surveillance, de l'urgence, du manque, recrée des résultats familiers. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une manière simple de ne pas se laisser reprendre. Comprendre que tu n'es pas censé avoir des réponses immédiatement ici. Tu es censé rester cohérent. C'est tout. Le silence ne te demande pas d'inventer une nouvelle vie à la seconde. Il te demande de ne pas ressusciter l'ancienne. Et si tu tiens, quelque chose d'étrange se produit. L'ancien devient de plus en plus difficile à nourrir. Non pas parce que tu luttes contre lui, mais parce qu'il perd sa prise. Il devient moins intéressant, moins urgent, moins toi. C'est exactement ce détachement qui prépare la bascule. Il y a alors un état que presque personne ne sait nommer, alors qu'il précède les plus grands changements. Un état où tu ne te sens pas mal, mais où tu ne te sens pas en marche non plus. Tu n'es pas en crise, tu n'es pas en euphorie. Tu es là, présent, un peu détaché. Et c'est précisément ce qui te fait douter. Parce que ton esprit a associé le mouvement à une sensation très particulière. L'urgence, le tiraillement, le besoin de corriger quelque chose. L'impression que si tu ne fais rien, tu vas perdre. Et maintenant que cette sensation baisse, tu as l'impression que tu as perdu le moteur. Mais ce n'est pas le moteur qui s'est arrêté. C'est l'ancien carburant qui n'est plus disponible. Tu es suspendu, pas bloqué. Être coincé, c'est répéter en boucle. Être suspendu, c'est être entre deux cohérences. L'ancienne cohérence ne tient plus, mais la nouvelle n'a pas encore pris forme. C'est un point d'instabilité. Et un point d'instabilité, dans un système, n'est pas un échec. C'est une zone où la forme peut changer. Ce que tu ressens comme un temps bizarre, cette impression que les jours se ressemblent sans être lourds, c'est souvent le signe que l'ancien marquage émotionnel s'éteint. Tu n'es plus ponctué par les mêmes pics. Le passé ne mord plus autant. Le futur ne te tire plus autant. Et ton mental, qui se repère grâce aux pics, te dit « Je ne sais plus où je suis ». C'est normal. Tu es dans un endroit où l'ancienne carte ne fonctionne plus. Et quand une carte ne fonctionne plus, l'instinct veut en retrouver une. Vite. N'importe laquelle. Même une carte mensongère, tant qu'elle est familière. Voilà pourquoi tu peux être tenté de te recoller à une ancienne histoire, juste pour redevenir quelqu'un. Mais si tu restes une seconde avec cette suspension, tu remarques quelque chose de subtil. Tu n'es pas vide, tu es moins accroché. Vide, c'est une absence. Moins accroché, c'est une libération. Et la libération ne ressemble pas toujours à de la joie. Elle ressemble parfois à une neutralité calme, presque trop simple pour être respectée. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent un signal spectaculaire, alors que le signal est précisément cette simplicité. Le fait que tu ne réagisses plus pareil. Le fait que tu ne sois plus aspiré. Le fait que tu puisses rester là sans devoir tout expliquer. Et c'est là qu'on touche un point central. La suspension te met face à une chose que ton esprit déteste. L'absence de contrôle. Parce que tant que tu es dans la course, tu as l'impression d'agir. Même si tu répètes. Tant que tu te bats, tu as l'impression de choisir. Même si tu fais la même chose. La suspension te retire ces illusions. Elle te met dans une position nue. Observer. Observer n'est pas attendre. Observer, ici, signifie ne pas interférer. Il y a une différence entre être présent et surveiller.
Surveiller, c'est tendre une corde vers le futur. Montre-moi que ça vient. Être présent, c'est couper la corde. Je reste stable, même si rien ne se montre tout de suite. La corde, c'est une tension. Et la tension, c'est ce qui maintient l'ancien monde. C'est pour ça que cette phase ressemble à une porte. Parce que tu n'as pas grand-chose à faire, et justement, ton système doit apprendre à ne pas se jeter dans l'action, par réflexe. La suspension, c'est la preuve que tu n'es plus complètement attaché à l'ancienne version. Et cette preuve peut te faire peur parce que l'ancien toi était une maison. Même si la maison t'étouffait, elle était connue. Là, tu es dehors. Et dehors, il n'y a pas encore de décor. Mais ce pas encore est crucial. Car dès que tu stabilises l'intérieur, pas en te persuadant, mais en te tenant, le décor arrive. La nouvelle cohérence se forme. Et quand elle se forme, elle ne vient pas en petites gouttes. Elle vient comme une évidence. C'est la raison pour laquelle les gens disent ensuite « c'est arrivé d'un coup ». Ce n'est pas arrivé d'un coup. Ça s'est préparé dans la suspension, dans le silence, dans la baisse de résistance. Et si tu entends ça maintenant, c'est peut-être parce que tu es précisément dans cette zone. La zone où tu ne sais plus comment forcer, parce que forcer n'est plus disponible. La zone où tu ne sais plus comment t'accrocher, parce que l'accrochage perd sa prise. La zone où tu sens une réorganisation sans pouvoir la filmer. Et c'est exactement là que tu es le plus proche du basculement. Maintenant, voilà la partie que personne ne te dit. Écoute bien. Quand ça recommence à bouger, c'est là que tu peux tout casser. Parce que tu peux rater la bascule, en voulant la sécuriser. Parce que le basculement, quand il arrive, ne se présente pas comme un trophée. Il se présente comme une normalité nouvelle. Une série de choses qui s'ouvrent, qui s'alignent, qui deviennent possibles sans que tu aies à arracher la porte. Et c'est là que beaucoup échouent une deuxième fois. Ils passent la phase du silence. Puis, quand la vie recommence à répondre, ils redeviennent nerveux. Ils veulent sécuriser. Ils veulent accélérer. Ils veulent verrouiller. Ils veulent tout comprendre. Ils se remettent à commenter chaque détail, à surveiller, à se crisper. Et ce retour de crispation peut suffire à recréer de la friction, donc à ralentir la stabilisation. Ce que tu dois viser ici, ce n'est pas un résultat spectaculaire. C'est une continuité interne. Parce que le vrai basculement, ce n'est pas un événement extérieur. C'est un point où ton état intérieur cesse de fluctuer face au même déclencheur. C'est un moment où l'ancien n'a plus assez de poids pour te tirer, et où le futur n'a plus besoin de te séduire pour que tu avances. Alors, comment traverser proprement? D'abord, en comprenant que tu n'as rien à provoquer maintenant. Si tu es dans cette phase, quelque chose est déjà en mouvement. Le seul danger, c'est de l'annuler par réflexe. Annuler comment? En réintroduisant ce que le silence a retiré. L'urgence artificielle. L'urgence artificielle, c'est quand tu fais quelque chose non pas parce que c'est juste, mais parce que tu veux ressentir une direction. C'est quand tu prends une décision trop vite, juste pour échapper à l'incertitude. C'est quand tu replonges dans une vieille histoire pour retrouver une identité. C'est quand tu relances une tension, parce que la tension te donne l'impression d'être toi. Tu peux voir ce qui se passe sans surveiller. Tu peux rester présent, sans réclamer. Et surtout, rester simple. Pas simple comme naïf, simple comme stable. Le mental adore compliquer parce que la complication lui donne un rôle. Mais dans cette phase, la simplicité est une force. La simplicité, c'est respirer bas, rester stable, ne pas réactiver l'ancien carburant, laisser le temps être étrange et ne pas appeler ça un problème. Il y a une phrase qui résume tout et elle est brutale parce qu'elle coupe les excuses. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être stable. Prêt, c'est une idée. Stable, c'est un signal. Stable, ça veut dire, même sans preuve, tu ne replonges pas. Même sans certitude, tu ne te trahis pas. Même sans accélération, tu ne te frappes pas. Et si tu fais ça, quelque chose se verrouille. Pas dans le sens d'un verrou qui enferme, mais dans le sens d'une stabilisation qui ancre. Tu deviens moins récupérable par l'ancien monde. C'est pour ça que cette phase ne revient pas indéfiniment. Elle est une zone de transition,
Et ces zones ne sont pas faites pour être décorées, elles sont faites pour être traversées. Beaucoup quittent la transition trop tôt parce qu'ils veulent un panneau « Bravo ». Mais le réel n'affiche pas toujours des panneaux. Il change simplement sa manière de répondre. Et quand tu arrives de l'autre côté, ce n'est pas forcément spectaculaire. Souvent, c'est même presque décevant pour le mental. Pas de grands moments, pas de fanfare. Juste une évidence tranquille. Tu ne rentres plus dans l'ancienne taille. Tu ne forces plus, tu ne surveilles plus, tu ne ressuscites plus. Et parce que tu ne fais plus ça, le réel cesse de lutter contre toi. Alors, si tu es dans ce silence en ce moment, ce calme étrange, cette neutralité, cette impression d'être au seuil, sans voir encore la forme, ne te traite pas comme quelqu'un qui a perdu son chemin. Tu es au point exact où les trajectoires se séparent. Et la seule question n'est pas « quand est-ce que ça arrive ?» La seule question est « est-ce que tu vas essayer de redevenir l'ancien toi, juste parce que le nouveau n'a pas encore montré son visage ?» Tu ne rates pas la bascule par manque de force, tu la rates par besoin de garantie. Si tu restes là sans te trahir, tu n'attends plus un signe. Tu deviens le point stable, et le réel s'aligne autour de ce qui ne tremble plus. Tu deviens le point stable, et le réel s'aligne autour de ce qui ne tremble plus.